Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le vendredi 15 février 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Alors, je n'ai pas fait de vidéo depuis 5 jours, les gars, parce que c'est ultra calme sur le marché. Franchement, Bitcoin, vous allez voir que il est stable de chez stable. D'un côté, c'est un peu ennuyant, mais d'un autre côté, vous allez voir qu'on est en train d'accumuler, les gars, une zone de liquidation. En fait, il y a beaucoup dans ce genre de phase. En fait, souvent, les gens, ils s'ennuient. En fait, ils vont poser des trades. Ils vont quand même poser des trades, même si le marché est pas intéressant. Et du coup, en fait, ça va former encore plus de liquidation que d'habitude. Et là, du coup, on a un amas de liquidation au-dessus de nous, jusqu'aux 110 000 $, qui est vraiment important. Mais à la fois, vous allez voir qu'on a, pareil, des zones d'ordre de vente qui se sont positionnées entre les 100 000 et les 110 000. Ils sont vraiment importantes aussi. Et donc, on va se retrouver, vous allez voir, avec une bataille là pour revenir en haut du range qui va être assez balèze. Bon, ça, c'est pour BTC. On a les altcoins, par contre, qui continuent un peu à dévisser pour la plupart. On commence à avoir, vous allez voir, sur quelques altcoins, à éventuellement poser des zones de bottom. Mais bon, c'est toujours compliqué parce que chaque rebond qu'on fait, en fait, il peut se faire renfoncer encore plus bas et trouver exactement le bottom qui va faire qu'on va se retourner. C'est encore compliqué tant qu'on n'a pas de retournement de structure haussière, quoi. Donc, je vais vous montrer aussi un tweet super intéressant qui a bien marché sur Ethereum, où on vous parle de la manipulation un peu de marché qu'on a eu sur Ether et pourquoi au final il se retrouve à chuter autant. En fait, on a sûrement un mouvement de manipulation, un peu comme on a toujours eu de toute façon sur les cryptos, que ce soit les exchanges, les market makers ou les plus grosses institutions qui vont en général essorer le marché dans ce genre de correction pour profiter de rentrer et faire sortir le maximum de petites mains. Sinon, on a eu aussi, les gars, un projet, alors pour ceux qui s'en souviennent, P-Network, c'est une dinguerie, un projet que je vous ai présenté, enfin que j'en ai parlé vite fait en vidéo il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça, et qui vont sûrement sortir du coup leur token, donc ça fait beaucoup de bruit, même si bon, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte qui peuvent faire que ça n'a pas forcément autant marché que ce qu'on espère. Donc on a quand même pas mal de trucs à aller voir. On commence sur Twitter avec un nouveau pays, les gars, rappelez-vous, la dernière fois, c'était Trump avec les États-Unis qui a lancé son token. Ensuite, on avait eu la République centrafricaine, si je dis pas de bêtises, avec le CAR, où ça avait fait un gros pump and dump. Et là, les gars, on a eu le Libra. Donc Libra, ça me fait penser à la monnaie de Facebook. Pour ceux qui étaient là en 2019, Facebook, ils avaient sorti leur crypto qui s'appelait Libra. Je sais pas si c'était pareil exactement le nom, mais c'est dans le même style. Et là, en fait, cette fois-ci, c'est pas Facebook, mais c'est l'Argentine. Et c'est Javier Milei, qui est quand même assez connu parce qu'il avait pas mal fait parler de lui quand en fait il est devenu président de l'Argentine, ce gars-là, et qui est pas mal comparé à Trump d'ailleurs. Et en fait, il a fait un tweet, regardez ça, où en fait il annonce qu'il sort une crypto qui s'appelle du coup Libra et qui est en rapport du coup avec l'Argentine. Et du coup ils vont utiliser cette crypto pour la mettre au sein de l'économie en fait de l'Argentine. Du coup, vous vous en doutez, quand la crypto est sortie, boum boum boum, ça a pété, les gars, on est monté très fort. Et en fait, en l'espace de 1 heure, on est monté à 4 milliards de market cap. C'est énorme, hein, 4 milliards, c'est vraiment beaucoup. Mais derrière, en fait, du coup, on pense que donc ça a été un hack où en fait il s'est fait hacker son compte et du coup il y a un tweet qui a été mis par rapport à ça. Et voilà, comme on le voit souvent sur en général des gens connus en fait qui se font hacker leur compte, et puis en fait ensuite sur leur compte il y a un tweet qui apparaît du coup des hackers qui parlent du coup de la crypto en faisant croire que c'est le compte en lui-même qui poche ça, et du coup en fait c'est les hackers derrière qui perdent de l'argent avec la crypto qu'ils ont fait. Sauf que là ils l'ont carrément fait avec un compte, les gars, d'un gouvernement. Non, mais c'est hallucinant, d'un président. Et du coup, forcément, le truc il explose à 4 milliards. Et derrière, ça dump, vous voyez, fort, à moins 80%. C'est encore pire que le Centrafrique, là, ou que Trump ou Melania. Et du coup, il a refait un tweet en précisant qu'il y a quelques heures, il a publié un tweet comme quoi, voilà, il soutenait cette entreprise, etc., mais qu'il avait aucun lien, en fait, avec cette entreprise privée et cette crypto, et qu'il n'était pas au courant, en fait, des détails du projet, et que, du coup, il a décidé de supprimer le tweet. Alors, en fait, soit, donc, il y en a qui parlent d'un hack, comme j'expliquais juste avant, ou alors même que qu'en fait qu'il soit plusieurs à gérer ce compte-là du président. Je sais pas comment ça marche, et peut-être derrière ils ont lancé le projet sans le mettre au courant et récupérer de l'argent derrière. Après il y a une troisième solution aussi, que en fait lui, le président, tout simplement, est dans le coup, où il s'est dit bon, vas-y, il y a moyen de récupérer pas mal d'argent. Du coup, il a lancé sa crypto comme ça. Et puis après, il l'a enlevé en faisant genre que, il sait pas ce qui se passe, etc. Et lui, de son côté, il a récupéré l'argent. Bon, de toute façon, on le verra avec les données on-chain. Voilà, qu'est-ce que ça a donné au niveau des flux de la crypto Libra, là, où est-ce que c'est déplacé, qui a pris de l'argent, etc. Bon, bref, encore une dinguerie, hein, au niveau des gouvernements sur les cryptos. C'est hallucinant de voir ça, parce que ça, les gars, on n'aurait jamais pu concevoir ou même voir ça, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans en arrière, quoi. C'est ouf. Ensuite, on continue. Tiens, je vous ai mis une vidéo, elle est un peu longue, elle dure 5 minutes, mais allez la voir sur mon Twitter, on va la trouver. C'est super vidéo de Ray Dalio. En gros, il explique comment un gouvernement se crée, en fait, comment un pays se construit, comment en fait il arrive à monter en puissance, et ensuite comment il arrive sur le déclin, et souvent en lien avec sa monnaie, en fait. Et quand en fait un pays est bien développé, en fait il va créer sa monnaie, et en fait souvent c'est le début de la fin, c'est le début du déclin au moment où il crée sa monnaie, parce qu'en fait on a un abus derrière qui est fait de la part du pays, et en fait ça part comme à chaque fois sur une monnaie qui est abusée, et donc derrière ça fait chuter le pays avec. Et c'est assez bluffant à voir, et en fait il montre ça sur plusieurs centaines d'années. C'est hyper intéressant. Il montre le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, de la Chine aussi. Du coup n'hésitez pas à aller voir, en vrai c'est pas trop mal, je trouve. Ensuite on continue. Tiens, un pays qui a fait énormément parler. Non mais regardez ça, les gars, on a eu
Pi Network. Alors, franchement, je sais pas si vous en souvenez, mais pour les anciens, les gars, en 2020, moi, je pense que j'avais commencé à miner du Pi en 2020, début 2020. Donc, ça fait 5 ans, quoi. Ça fait loin. En fait, c'était une application. Mais à l'époque c'était un peu nouveau, mais après il y en a eu plein et du coup après on a capté que c'était sûrement plus un scam qu'autre chose. En fait c'était une application que tu lançais tous les jours et t'avais juste appuyé sur un bouton et ça te minait du Pi mais gratuitement en fait, t'avais rien à faire. Et du coup t'avais tout le monde qui avait pas d'argent dans la crypto qui t'intéressait par ça en pensant que ça allait marcher. Bon bref, moi je m'étais mis dessus parce que à l'époque j'avais pas le même capital que j'ai aujourd'hui et du coup si j'avais un moyen de pouvoir récupérer des cryptos gratuitement je le faisais. Et surtout si derrière en fait j'avais pas besoin d'investir ou faire d'autres choses, du coup j'avais juste à aller sur l'application une fois par jour et à miner, ça me dérangeait pas. Et du coup j'ai fait ça un moment, puis après au bout d'un moment on s'est aperçu que il y avait pas trop de sens et qu'en fait il y avait plus moyen que cette application là utilisait du coup notre attention pour mettre des pubs. Et aussi derrière il y avait un truc où ça parlait du KYC qu'il fallait faire par la suite, donc c'est-à-dire un KYC c'est une preuve de son identité et qu'ensuite eux ils a récupéré les données de leur côté pour en faire je ne sais quoi avec et du coup rien sortir derrière par rapport à leur crypto. Donc du coup ça c'est le conclusion qu'on avait eu durant 2021, durant 2020, et du coup moi à partir de ce moment-là j'ai laissé tomber et en fait j'ai plus jamais ouvert l'appli depuis 2021. Donc ça fait peut-être 4 ans que j'avais pas ouvert l'appli. Et là, truc de fou les gars, ils ont annoncé, non mais hallucinant, ils ont annoncé qu'ils allaient launch leur token. Alors je sais pas d'où ils ont sorti ça, en fait ils vont launch leur token le 20 février. Donc le 20 février c'est bientôt, c'est dans 5 jours. Et l'annonce les gars, elle a fait tellement de bruit, regardez ça, 5 millions de vues pour 54 000 likes. Franchement dans les cryptos c'est énorme. Alors peut-être ils ont des bots qui ont push leur tweet, mais on a quand même eu énormément d'engagement. Et en fait je pense que vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis sur Pi Network parce qu'ils n'avaient pas forcément d'argent, et ben ils ont l'espoir que ça marche et du coup il y a beaucoup d'engagement en fait derrière par rapport à ça. Bon bref, et là du coup on peut se dire bon c'est juste un lunch, ça vaut pas le coup de s'y intéresser, mais ce que je trouve ouf avec ça, c'est que il y a un listing les gars BitGet qui va être mis en place pour du coup la crypto Pi. Et quand j'ai vu ça j'ai halluciné, je me suis dit mais attends, mais comment BitGet, un gros exchange comme ça, peut lister une crypto comme ça comme Pi. Donc ça veut dire que derrière il y a un minimum de projets, enfin il y a un minimum un truc sérieux quoi. Et ouais ils ont annoncé là pareil, ça a pété les gars, 1,3 million de vues, 16 000 likes. Je crois que j'ai jamais vu autant d'engagement pour un listing sur BitGet. Et il y a eu aussi OKX je crois, Ascendex, je sais plus qui a eu, mais il y a eu d'autres exchanges qui ont annoncé le listing du coup de Pi qui sera du coup le fin février. Et donc personne s'y attendait, moi le premier. Ça m'a assez étonné. Donc d'un côté je me suis dit ok c'est cool parce que bon c'est un truc que moi j'avais complètement oublié. C'est vraiment le dernier projet je pensais qui allait pouvoir faire son launch, parce qu'en fait pendant 5 ans ils faisaient croire qu'ils allaient faire le launch etc, que ça allait arriver. Au final ça arrivait jamais et en fait ça allait être comme ça à l'infini et finalement en fait ça arrive réellement. Donc on peut se dire super, trop cool. Par contre, il y a encore plein de zones d'ombre, moi, que je trouve un peu bizarre. Et j'en parle ici. Déjà, première chose, vous voyez, moi, sur mon compte, alors, vu que j'ai miné au tout début et j'en ai parlé à pas mal de potes autour de moi à l'époque, j'en ai même parlé sur YouTube, du coup, j'ai pu ramener plus de monde dans une team, ça s'appelle une team, mais en fait, suivant les pays, t'as une team française, une team anglaise, etc. Et du coup, ça m'a rapporté, en fait, plus de Pi. Mais le truc, c'est que, ouais, là, par exemple, j'ai 96 000 Pi, donc c'est vraiment beaucoup par rapport à ce que j'ai vu à peu près. La plupart des gens, ils ont souvent 2, 3, 4, 5 000 Pi. Mais les gars, sur les 96 000, j'en ai seulement 2000, vous voyez, de validés. Et en fait, ça, c'est assez étrange, je trouve, comme fonctionnement. C'est-à-dire que si tu veux récupérer tous tes Pi, il faut que tous les gens en fait qui sont dans ta team, il faut qu'ils fassent tous le KYC. Et si quelqu'un ne fait pas son KYC, et ben en fait tu récupères pas les Pi que vous partagez. Et donc c'est assez bizarre comme concept parce qu'en fait du coup j'ai l'impression que Pi Network ils sont vraiment en mode faites vos KYC, ils veulent vraiment qu'on fasse notre KYC quoi. Et du coup c'est un peu forcé, c'est assez étrange. Et derrière il y a aussi autre chose que j'ai vu. Alors il y a eu le pré-market, ça veut dire que il y a alors ça c'est réel. C'est-à-dire que là vous voyez on a le Pi EU. En fait ça c'est vraiment lié, hein, c'est vraiment lié par rapport à la crypto Pi, qui est une sorte de pré-market. Donc en fait c'est une visualisation à l'avance en fait de ce que pourrait être le Pi. Et alors je sais pas comment ils calculent ça, mais ouais ils le mettent à $65. Et du coup ça a fait énormément de bruit parce que tout le monde s'est dit oh le Pi quand il va être listé il va être à $65. Et là on fait vite le calcul, mais regardez là $65 par exemple, moi j'ai 96 000 Pi, vous imaginez 96 000 Pi à $65, ça fait 6 200 000. C'est juste impossible que je récupère ça. Et même en réalité bon imaginons j'ai que 2000 Pi de validés, donc ça fait déjà 2000 fois 63, parce que la plupart des gens ont au final 2000 Pi, ça fait $126 000. Donc c'est-à-dire que tous les gens qui ont miné gratuitement comme ça il y a 5 ans, ils vont recevoir plus de $100 000. Moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que je me suis dit bah ça va faire beaucoup trop de capitalisation. Et en fait après du coup je suis allé chercher le nombre de Pi en fait total qui a été migré et regardez le nombre de Pi migrés. Donc en fait parce que vous avez vos Pi qui sont sur l'application et ensuite il faut les migrer sur le mainnet. Et en fait sur le mainnet j'ai vu qu'il y avait plus de 6 milliards de Pi de migrés. Donc ça veut dire qu'au moment du lancement il y aura 6 milliards de Pi qui seront disponibles à la vente. Plus de 6 milliards de Pi avec un Pi qui serait soi-disant $60, mais c'est juste impossible. Ça voudrait dire que on est sur du 6 fois 60, on est sur 360 milliards de capitalisation. C'est impossible. Et en réalité, même si le Pi vaut $1, ça ferait 6 milliards de capitalisation. Même ça, j'y crois pas trop.
Donc à mon avis, voilà ce que j'expliquais en dessous, le Pi, voilà, il sera peut-être à 1 dollar, à 0,1, 0,01, et puis surtout on risque d'avoir un dump en fait au moment du listing, du coup le 20, et qui risque d'être assez fort parce que derrière il n'y a pas vraiment d'utilité à garder le Pi, et en fait les gens ils vont juste vouloir le vendre à fond. Donc bon, je suis assez mitigé. D'un côté, moi je me suis dit je m'attends à rien, mais bon, je vais quand même le tenter, même si je m'attends à rien, je sens que je vais quand même être déçu. Du coup, j'ai quand même passé le KYC et je vais du coup pouvoir récupérer mes 2000 Pi là qui sont valides, et puis on verra ce que ça donne du coup le 20. Et le KYC d'ailleurs, ça a été une vraie galère à passer. J'ai mis quelques jours à le passer parce qu'il y avait plein de problèmes, il fallait faire un formulaire, etc. Bon bref, c'était un peu bordel. Regardez de votre côté si vous arrivez à retrouver votre compte, voir combien vous avez de Pi, puis regardez de votre côté ouais, si vous trouvez ça intéressant ou pas de passer le KYC pour récupérer Pi. Parce qu'en fait, ils ont mis ça aussi, c'est assez étrange. Mais ils ont mis une date limite où en fait, le jour où tu arrives du lunch, là, il reste plus que, je crois, une dizaine de jours, 5 jours, entre 5 et 10 jours pour passer ton KYC. Si tu le passes pas, du coup, bah, il te valide pas la migration de Pi. Bon, bref, c'est assez étrange comme fonctionnement entre les pubs, la KYC un peu forcée, les data, enfin, les stats qui nous montrent le nombre de Pi qu'il y a en migration et comparé au pré-market qu'il y a, ça va pas du tout avec. Et le fait que ce soit, voilà, une app gratuite où tu mets du Pi gratuit, bon, c'est assez bancal. Après, ce qui est contre-intuitif, c'est que derrière, on a des listings sur des gros échanges comme Bitget, etc. Et on a un engouement au niveau de la communauté sur le réseau qui est assez énorme. Donc bon, à voir, on en reparlera de toute façon le 20 quand ce sera lunch. Ensuite, tiens, autre projet, alors différent, mais ça part aussi un peu en steak, le Moemouet de Mates. J'ai trop le seum, les gars, sur ce projet. C'est un projet, j'en avais pas mal parlé en plus, c'est un projet que j'attendais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, on était, c'était au moment où les agents IA, ça pétait pas mal là en décembre, janvier. Et en gros, Moemouet, ils arrivaient avec une proposition de valeur où ils allaient du coup créer donc une infrastructure dans les agents IA. Moi, ce que je trouve le plus intéressant pour investir, parce qu'en fait, les infrastructures comme ça, bah souvent, elles restent et elles sont pas juste éphémères comme les agents IA qui peuvent vite être remplacés. Et en gros, bah ils allaient faire à peu près le même concept que ce qu'a fait Virtuals en proposant la création de agents IA sur la plateforme. Et là, Moemouet, ils apportaient pas mal de choses en plus que Virtual qui étaient intéressantes. Et du coup, il y avait un bon potentiel. On a eu un super lunch qui est monté, je crois, à 250 millions, 240 millions de FDV. Donc c'est excellent. Mais derrière, il y a eu catastrophe sur catastrophe. En gros, on a eu la team qui a coupé le site. Et du coup, tout le monde a commencé à paniquer. Et là, si vous allez sur leur site, hop, normalement, il est pas disponible. Vous voyez, regardez ça, site inaccessible. Et en fait, du coup, tout le monde s'est demandé pourquoi. Sauf que là, ça fait plusieurs jours que ça dure. Et en fait, du coup, on pense que ils ont perdu leur nom de domaine. Sauf que si tu perds un nom de domaine, bah tu peux vite faire une migration sur un autre site. Sauf que le truc, c'est que on pense qu'ils ont même perdu leur hébergement et donc leur base de données. Et ça craint plus. Donc bref, ça c'est catastrophique. Et en fait, les mecs derrière, alors ça je le savais déjà, mais je vous l'ai même dit, c'est des mecs, ils sont très chauds en tech. C'est-à-dire, ils sont très forts pour faire des produits et ils font des super produits. Mais en communication, ils sont éclatés. Du coup, ils communiquent rien. Et en fait, quand t'as un projet comme ça qui est pas disponible au niveau de son site et qui font pas de communication, et ben, vous pouvez être sûr que le projet va plonger parce que les gens, ils pensent que ça va rug. Personnellement, je pars plus sur le principe qu'ils vont réussir à rebondir et à trouver une solution et à repartir parce que ils sont assez chauds dans la tech et je pense qu'ils ont pour objectif, en fait, vraiment de construire un bon produit. Mais c'est vrai que tant qu'ils règlent pas ce problème de communication, et ben, en fait, ils vont vraiment galérer, je pense, à se relancer. Donc, il faut qu'ils changent ça. Derrière, j'ai essayé d'aller chercher les infos, mais en gros, j'ai vu que sur leur Discord, ils avaient parlé du fait qu'ils voulaient abandonner Moemouet, donc le projet, pour se lancer, pour se concentrer sur Moemouet 2.0, mais bon, c'est pas très clair, je vois pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça. Du coup, je vous ai demandé si vous avez plus d'infos, parce que voilà, j'aimerais bien en savoir plus. C'est vraiment une grosse déception de ce projet-là. Bon, derrière, je me dis, il est 1,5 million. Les gars, il est 1,5 million, 12 millions de, là, et aujourd'hui, je crois, il a 12 millions de FDV. Ça, on peut pas faire plus bas. Dites-vous que l'entrée qu'on avait, qui était vraiment très limitée, qui était compliquée à avoir pour entrer en lunch, en fait, et où il y avait pas beaucoup de place, et elle était à 20 millions. Et tout le monde voulait rentrer à ce niveau-là, quoi. C'était super compliqué. Et là, on se retrouve en dessous, à 13 millions, alors que t'as même pas de blocage de token, t'as rien, quoi. Donc bon, on va voir, je tiendrai au courant. Moi, je suis toujours un espoir que, voilà, ça marche et que ça reparte avec la dynamique haussière, mais il faut qu'ils règlent ce truc de communication. Bon, il y a un autre projet, là aussi, qui est pas mal dans les agents IA. Alors là, c'est plus, ouais, un agent IA, mais qui a fait pas mal parler de lui. Je pense que vous avez dû entendre parler, c'est Media. C'est un agent IA au niveau, de l'intelligence de trading, de smart trading. Et donc, en fait, derrière, voilà, ils ont leur plateforme, donc, de trading, qui est, du coup, liée, au agent IA et la social intelligence, et aussi derrière, du coup, ils ont leur bot Media Agent qui est en lien avec ça, en fait. Et il y a Crypto Rover qui a fait un thread que je vous invite à voir, qui est vraiment pas mal, où il explique un peu tout, voilà, au niveau de la plateforme, qu'est-ce qui va arriver, etc. Et eux, ils vont launch bientôt, donc ça aussi à surveiller, ça peut être pas mal. Après, les agents IA, moi, je suis toujours, je regarde ça. Je suis en train de récupérer un peu de liquidité sur les projets qui remontent. Là, on a IMO qui est en train de pas mal remonter, du coup, je récupère un peu de liquidité pour le réinjecter un peu sur les agents IA ou sur l'IA en général, parce que je pense clairement que cette narrative va revenir, en fait, durant le bull run, et que là, on est vraiment sur des
des plus bas par rapport à ces narratifs-là. Et quoi, j'essaie de me positionner un peu, même si c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on manque de liquidité et puis le marché est vraiment dégueulasse. Mais comme d'hab, c'est toujours dans ces moments-là où en fait, c'est plus compliqué d'investir parce qu'on n'a pas de liquidité, parce que le marché est dégueulasse, parce qu'on a plein d'incertitudes, qu'en général, on va faire les meilleurs coups parce que derrière, c'est là où c'était le plus dur d'entrer et donc forcément, c'est à ce moment-là où on va le plus récompenser. Bon, ensuite, la data, bon, elle a été catastrophique cette semaine. Franchement, les gars, depuis 2-3 semaines, là, y a rien qui va. La data au niveau de l'inflation a vraiment pas été bonne. Et regardez ça, la S&P là, boum, il a chuté. Alors, faire gaffe, là, c'est vraiment à court terme, vous voyez, une grosse bougie rouge en réaction par rapport au macro US, mais de voir qu'en daily, c'est pas la même. Moi, en gros, ce que je vous explique, c'est que, souvent, en fait, l'inflation qui augmente en début d'année, c'est pas hors norme. C'est-à-dire que ça a souvent été le cas. En fait, souvent, en début d'année, on monte au niveau de l'inflation. Mais par contre, il va falloir surveiller les prochaines datas. C'est vraiment important. Regardez, l'inflation, là, on la voit clairement, remonter là, à 3% quand on était en avril-mai. Ensuite, elle a complètement redescendu là, durant l'été jusqu'à septembre. Et octobre-novembre, boum, on est remonté à 3% avec le début d'année en janvier là, qui est remonté au tout début pour ensuite, boum, redescendre au niveau de 2,2%. Au niveau plutôt de 2%. Il y a une sorte de range d'inflation. Bon, au final, surtout au niveau de l'inflation, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est derrière les indices donc d'inflation, donc le CPI, le PPI aussi au niveau de l'indice des productions et le jobless, donc qui est en rapport avec l'inscription au chômage. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve les trois plus importants que je regarde le plus parce que ceux qui donnent, je trouve, les meilleures indications par rapport à la macro. Bon, le CPI, vous commencez à connaître. CPI qui permet de suivre l'évolution du prix des produits de consommation. C'est vraiment un bon indice pour voir comment se comporte l'économie. Et on voit que, comme d'hab, on a le core. Donc, le core CPI, c'est celui qui est privilégié par Fed parce qu'en fait, il exclut la nourriture et l'énergie. Et du coup, on a une volatilité qui est un peu diminuée. Et en gros, souvent, vous voyez, on a du vert ou du rouge. Ça dépend si on est en yo ou en mom, donc c'est-à-dire sur l'année ou le mois. Là, les gars, on est tout rouge. Il y a rien qui va. Vraiment, avec ça, on est que sur des chiffres qui sont au-dessus de ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire, on a prévu 2,9, on a 3. On a prévu 0,3, on a 0,5, etc., etc. Donc, les 4 ne vont pas. Donc, c'est pour ça que le marché a pas trop aimé, surtout par rapport au CPI. Le PPI, c'est un peu mieux. Donc, le PPI qui est plus lié à l'inflation. Et ça, c'est les prix de production. Et on voit que le seul qui a pas été bon, donc c'est au niveau du PPI YOI, donc pas le plus important, c'est plutôt le core, qui est un privilégié. Et pour l'instant, les deux corps sont en positif, enfin, on est tombé dans les prédictions. Et le dernier, c'est le jobless, donc le chômage, qui lui n'est pas bon. Parce qu'on se retrouve avec des inscriptions au chômage qui sont inférieures à ce qu'on avait prévu. On avait prévu 215 000, on a 213 000. On avait prévu 1880 et on a 1850. Donc, on est en dessous des prévisions, ce qui est du coup pas bon pour les marchés. Donc voilà, macro là pour cette semaine, vraiment pas ouf. Ça a joué forcément aussi sur l'impact du marché derrière. On va aller voir aussi sur les S&P, le Nasdaq qui ont, ça va, je trouve, plus encaissé facilement que les cryptos qui continuent à prendre cher. Bon, derrière, j'ai d'autres indicateurs à vous montrer au niveau des cryptos que je trouve hyper intéressants. Alors, on commence tranquille. Lui, c'est pas celui que je préfère. Je le montrais pas mal à l'époque. Le Crypto Fear and Greed. Alors, vraiment prendre avec des pincettes. Mais en gros, Crypto Fear and Greed qui nous montre un peu la peur et l'euphorie sur le marché. Donc, plus on est dans le rouge, plus on est dans une période d'euphorie. Plus on est dans le vert, plus on est dans une période de peur, en fait. Et du coup, souvent, les moments de vert, c'est les moments intéressants pour acheter. Les moments de rouge, c'est les moments intéressants pour vendre. Mais comme d'hab, c'est très nuancé. C'est-à-dire que là, vous voyez, on commence à être dans le rouge alors qu'on est en début de tendance haussière. Là, on commence, par exemple, à être dans le vert alors qu'on est en début de tendance baissière. Donc, on va prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a vraiment des phases de orange, rouge, on corrige un peu, rouge, on corrige un peu, rouge, on corrige un peu, etc., etc. Là, on est en train de faire la même chose avec du rouge, on corrige un peu, on va dans le vert, on repart dans le rouge, on corrige un peu, on revient dans le orange jaune, un peu comme on a ici. Et ensuite, le but, boum, c'est de repartir dans le rouge, etc. Ensuite, bon, cette stat m'intéresse un peu plus au niveau, on l'a déjà vu ensemble, mais le transfert des liquidités entre les mains faibles et les mains fortes, qui est assez visible. Alors, surtout au niveau des mains faibles, regardez ça. Là, on a les crevettes et les écrevisses, donc c'est entre 0 jusqu'à 1 BTC. Donc, voilà, de 0 jusqu'à 100 000 $. Et on voit qu'en général, en fait, les petites mains comme ça arrivent plutôt bien à accumuler, vous voyez, durant les périodes de bear market, pendant les périodes de bottom, vous voyez, comme on le voit ici, vous voyez, on a des gros pics à chaque fois, vraiment durant les périodes de bottom. Pareil, vous voyez, en 2020 et 2019 et 2018. Par contre, souvent, quand on est en début, milieu de bull run, et en fait, on a une vente massive des petites mains par rapport aux premières corrections qui arrivent. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu en 2021 où en fait on était parti, vous voyez, donc ça allait, ça continue d'accumuler et en fait on est bien monté, première phase de hausse sur Bitcoin en 2021 qui a été très forte et en fait quand on est arrivé sur la première correction, donc qui a fait assez mal parce qu'on a tapé peut-être à moins 25, moins 30%, et on a eu plein de petites mains qui ont paniqué et en fait là toutes les petites mains du coup ont énormément paniqué, donc elles ont vendu pas mal et pendant ce temps les grosses mains eux accumulaient et en fait derrière boum, c'est remonté et du coup les petites mains on se dit ah ça y est c'est reparti, du coup elles ont récumulé et elles se sont tapées à la baisse. Et là, c'est vraiment la même chose qu'on vit au final. Vous voyez, on a eu du coup la première grosse tendance haussière. Et là, regardez, on voit les petites mains qui vendent assez fortement, un peu comme on avait eu ici, par rapport à la première correction là qu'on a sur BTC. Et en fait, on a ce transfert de liquidité encore une fois qui se fait, où on a du coup les petites mains qui vendent parce que elles ont peur du coup de la correction qu'on est en train de vivre en pensant que c'est le top de marché. Et on a les grosses mains qui sont en train d'accumuler comme on avait ici. Et en fait, du coup, après, quand ça va repartir,
et ben en fait ça va s'inverser et les petites mains vont racheter en pensant que du coup ça repart et donc elles vont faire comme ça et pendant ce temps bah, les grosses mains elles vont revendre. Et il y a ETH tiens qui montre très très bien cette manipulation là, elle est assez flagrante. Alors il a ultra bien marché ce thread, vous voyez, plus 100 000 likes, 100 000 vues, plus de 400 likes. Ça vous a bien plu du coup, on pourra refaire des threads comme ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a eu sur Ethereum? On a eu un pic de short ETH ouvert sur le CME. Alors CME, je vous rappelle, c'est Chicago Mercantile Exchange, donc c'est la bourse de Chicago là qui nous fait les plus gros contrats à terme sur BTC, sur ETH, et on a eu du coup un pic en fait de short assez énorme. Vous voyez, on voit regarder depuis septembre, octobre, novembre, décembre, depuis 2022, on n'a jamais eu un pic aussi fort en termes de short. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Où les gars là, c'est vraiment sur 3-4 ans. Et là, on a vraiment eu un pic, mais c'est de loin le plus haut qu'on ait eu sur les dernières années. Et c'est ouf parce que ça va en lien avec la correction là sur Ethereum de moins 37% qu'on a eu en quelques jours, qui était dramatique, ou d'ailleurs je me suis fait sortir sur mon trade. Bon, ce qu'on va dire ici, c'est les théories, c'est-à-dire que c'est pas sûr à 100%, c'est les hypothèses qu'on vous donne, voilà, c'est pas une certitude que ça se passe de cette façon. C'est juste des questionnements des façons de se questionner sur la manipulation du marché. Après, il y a sûrement du vrai et sûrement du faux aussi. Donc voilà, faites votre propre avis là-dessus, mais ne le prenez pas comme une certitude. Bon, en gros, la manipulation, elle commencerait déjà par Eric Trump, donc un proche du coup de Trump, je sais pas qui c'est exactement par rapport à lui, je sais pas si c'est son fils ou je sais pas, enfin bref, en tout cas c'est un gars de sa famille. Il a conseillé du coup d'acheter ETH, il a dit my opinion, donc par rapport à mon opinion, je trouve que c'est le meilleur moment, c'est un des meilleurs moments pour acheter de l'Ethereum, et après il a dit vous me remercierez plus tard. Bon, bref, c'est un peu abusé. Alors que derrière, vous voyez, quand on regarde au niveau des data, donc déjà premier point par rapport à ça, c'est que on voit que le net flow est très haut et très bien en fait, et que durant cette période, il est majoritairement positif. Vous voyez, on le voit ici, le net flow est en positif. Ensuite, ça c'est assez flagrant, mais vous voyez, le nombre d'Ethereum détenus par les plus grosses mains, donc comme BlackRock, Van Eck, Fidelity, donc quoi, tous les gros institutionnels là qui sont rentrés sur Bitcoin, sur les ETF, et ben on a eu une accumulation durant cette période qui a été beaucoup plus importante. C'est-à-dire que BlackRock, ils sont passés de 700 000 Ethereum au 1er décembre à 1,3 million aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont doublé leur achat d'Ethereum sur leur portefeuille. C'est assez énorme. Et c'est vrai que cet achat-là, du coup, bah, en fait, il va parfaitement en place avec ce que dit, du coup, l'administration Trump. Et regardez, on le voit, oui, au niveau des graphes, là, l'accumulation qu'on a eue. On a eu surtout BlackRock qui a explosé par rapport à ça. Ensuite, deuxième point, World Libertify. Donc ça, c'est la boîte derrière, du coup, Trump, la famille Trump qui accumule, en fait, différentes cryptos. Et du coup, depuis fin janvier et février, donc depuis là, les dernières semaines, en fait, ils font que accumuler l'Ethereum. Et regardez ça, on le voit là au niveau de la courbe. Regardez ça, c'est assez ouf. Vous voyez l'accumulation là qu'ils ont du coup d'Ethereum. Et là, regardez, boum. Vous voyez, fin février et fin janvier et février, on a eu une accumulation, mais qui a fait peut-être x3, x4, x5 par rapport à ce qu'ils accumulaient d'habitude. Et le dernier point qui est intéressant, bah, c'est au niveau des whales, au niveau des grosses mains. On l'a déjà vu avant là sur Bitcoin, où en gros, on voit que depuis décembre, le nombre d'adresses au niveau des whales qui ont plus de 1000 ETH n'a fait que augmenter. Et on le voit là, regardez, depuis janvier, vous voyez, regardez ça, c'est assez ouf, on le voit vraiment au niveau du prix Ethereum. Vous voyez ici Ethereum qui est en marron gris, et ici les whales du coup qui accumulent sur du coup les 30 derniers jours là, tout le mois de janvier et février, où on voit clairement que, vous voyez, Ethereum, paf, il chute, et plus il chute, plus on a de l'accumulation, quoi, au niveau des grosses mains. Donc bref, on a pas mal d'infos assez bizarres. Bon, comme d'hab, faut faire gaffe à la représentation qu'on a de la manipulation du marché, c'est-à-dire que souvent, on va avoir du mal à accepter que le fait que le marché, bah, est dur et qu'il liquide un maximum de gens, et du coup, souvent, on va mettre ça sur le dos de la manipulation de grosses mains, de grosses institutions, etc. Donc faire attention à ça, parce que voilà, on surreprésente souvent la manipulation des marchés. Mais c'est vrai que sur les cryptos, c'est quand même assez particulier. On a déjà eu démontré ce genre de mouvement qui est fait, c'est pas nouveau. Et c'est vrai que là sur Ethereum, c'est assez flagrant, surtout le fait que en fait Ethereum dévisse autant quoi par rapport au reste du marché. En fait, je pense que c'est plutôt une combinaison en fait de plusieurs facteurs où Ethereum a du mal, j'en ai déjà parlé, mais a du mal à s'adapter au marché. Du coup, il est un peu relayé au second plan. Voilà, il est un peu représenté comme une grosse machine très compliquée à mettre à jour, très compliquée à changer rapidement et à s'adapter au marché. Du coup, elle est mise un peu en second plan. On a beaucoup du coup moins de transactions, donc le réseau est un peu plus calme. Et à cause de ça aussi, ça engendre le fait que bah on a la déflation d'Ethereum par rapport aux ETH burn qui s'inverse. Et du coup, tout ça combiné avec le marché qui se casse la gueule et sûrement les grosses mains comme ça comme BlackRock, etc., qui essayent d'en accumuler au plus bas possible, et ben en fait ça fait une succession de facteurs qui fait que Ethereum se prend une énorme claque, quoi. Ouais, et dernière petite stat au niveau de Twitter que je trouve intéressante, c'est le market cap des altcoins qui a chuté de 234 milliards de dollars au cours des 2 dernières semaines, les gars. On pourrait se dire sur les 2 derniers mois, non, c'est sur les 2 dernières semaines. Et c'est vrai que ouais, c'est l'une des plus grandes, selon Glassnode, c'est l'une des plus grandes déviations des altcoins jamais enregistrées. C'est pour ça, les gars, je vous avais pas menti la dernière fois que je vous ai fait la vidéo suite au gros crash qu'on a vu sur Ethereum, où j'étais en mode, bon, moi j'ai rarement vu une aussi grosse claque en fait sur les altcoins. Parce que bon, quand le marché dévisse, bah il dévisse un peu sur tout. C'est-à-dire on a Bitcoin, on a les altcoins, mais c'est souvent
bah, on a des altcoins qui dévissent plus que d'autres, mais c'est souvent proportionnel. Là, c'est vrai que les altcoins m'ont vraiment pris une énorme claque. Et on le voit au niveau de ce graphique-là, qui est assez ouf, où on voit Bitcoin, regardez ici en jaune, vous voyez, qui descend légèrement, mais ça reste assez stable. Et on voit en dessous tous les types d'altcoins, vous voyez, donc ça passe par les tokens IA, la DeFi, Depin, ERC20, etc., qui dévissent tous plus ou moins fort. Et on a des tokens là, on a des secteurs, ouais, comme les tokens IA, qui ont fait une dégringolade et qui se retrouvent tellement plus bas, ouais, à des moins 40, moins 50% ici, par rapport à ce qu'on avait sur Bitcoin, qui lui reste au-dessus de zéro. Ouais. Donc ça, c'est impressionnant. Après, il faut vous dire que toute la liquidité là qu'on a sur Bitcoin, bah, comme d'hab, elle va se déverser dans tous ces secteurs-là, et que du coup, boum, ça va reprendre à la hausse, et on va super-performer en fait Bitcoin. Ça va arriver. Mais le truc, c'est quoi là, faut être patient et faut continuer à y croire et à se positionner. Et de toute façon, c'est toujours la même chose. Bon, au niveau des data, au niveau des liquidations, ouais, c'est très très faible. 200 millions de liquidations, on a à peu près équivalent sur les longues et les shorts. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la liquidation heatmap, regardez ça, si je passe, alors pas en 24 heures, mais direct en un mois, ce que j'expliquais tout à l'heure en intro, on va avoir une bataille, les gars, entre les 100 000 et 110 000 qui va être énorme. Regardez, en dessous de nous, on n'a pas beaucoup de liquidation, alors on peut revenir en bas du range, ouais, ça c'est pas impossible. En plus, je crois, on a une FSG à aller chercher au niveau des 92, donc ça pourrait se faire. Mais en gros, voilà, on pourrait revenir en bas du range, aller chercher les dernières liquidations qu'on a là ici au niveau des 92. Mais derrière, surtout, devant nous, on a un boulevard, les gars, jusqu'aux 110 000. Regardez ça là, vraiment, on a une accumulation de short, tout ici jusqu'au 105. On a un petit creux ici au 105, mais après, ça repart fort au-dessus des 106 jusqu'aux 110 000, surtout aux 110 000. Ouais, on a des zones où on a plusieurs centaines, ouais, quasi 200 millions là de liquidation. Pareil, 200 millions là, c'est énorme. Du coup, en fait, on a un short squeeze à aller chercher pour revenir au du range qui est assez logique à aller chercher. Le problème avec ça, enfin le contre-coup de ça, c'est les ordres de vente. C'est-à-dire qu'on a énormément d'ordres de vente qui ont commencé à se positionner. Alors c'était encore plus il y a quelques jours en arrière. Quelques jours en arrière, on en avait encore plus. Mais comme d'habitude, c'est en mouvement. C'est-à-dire que là, si le cours commence à monter, ben, on risque d'avoir des nouveaux ordres de vente qui vont se positionner. Mais on voit qu'au niveau des 100 000 $, on a 277, quasi 300 BTC. Au niveau des 105 000, on a pratiquement 400 BTC qui nous attendent. Et au niveau des 110 000, ben, ça c'est le plus gros. On a plus de 500 BTC qui nous attendent. Et plus on va remonter vers ces niveaux-là, plus on va avoir des BTC aussi qui vont s'accumuler. Donc à la fois, on a toutes les liquidations à aller chercher à cet endroit, donc beaucoup de shorts à aller liquider, ouais, et faire un gros short squeeze comme ça, mais à la fois, on a ces grosses zones de vente ici, en spot, qui sont assez impressionnantes et qu'il va falloir absorber. Donc ça va être un mélange des deux là qui va être assez intéressant à voir, surtout avec la phase de de baisse qu'on a ici, pas de baisse mais de calme et de compression de la volatilité qu'on a là. Personnellement, pour moi les deux scénarios à privilégier par rapport aux data là qu'on a sur le marché, c'est aller chercher les liquidités au niveau des 92 000 en bas du range et ensuite aller péter tout ça et revenir au haut du range. Donc voilà, on va regarder ça attentivement durant les prochaines semaines, mais en fait souvent c'est vrai que avant qu'on reparte par exemple en du range, bah souvent on va venir chasser un peu au niveau de la baisse et boum on repart. Mais souvent la même chose. Du coup, ça m'étonnerait pas là qu'on vienne chasser un peu plus bas en bas du range, et ensuite boum boum boum, on pète et on revient en haut. Mais ça va être une belle bataille là à suivre parce qu'en fait, entre les ordres de vente qui adorent être absorbés, qui vont être balèzes, et à la fois toutes les liquidations de short à aller chercher, donc ça on risque d'avoir pas mal de volatilité quoi, et avoir un peu un mouvement de marché qu'on a eu ici. Donc pour ça, regardez, c'est un peu plus clair là au niveau de TradingView. Ouais, ce serait plutôt aller chercher la zone basse en bas du range, qu'on est venu la chercher ici, aussi là, etc. Toutes ces zones là en fait. Et ensuite remonter. Personnellement, les gars, je me positionne pas trop. J'ai pas envie de me repositionner sur BTC. Bon, j'ai essayé, je me suis tenté là quelques fois à faire quelques trades. Bon, il y en a qui sont passés, mais c'était pas fameux la plupart du temps. C'est bien mieux en fait de se lancer et de mettre plus de positions au moment en fait où on break et on part dans une nouvelle dynamique haussière. Beaucoup plus simple à suivre et c'est beaucoup plus simple à y voir clair. Parce qu'en fait, quand on est dans un range comme ça et qu'on est surtout en middle range, c'est super compliqué en réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un range ici et que en plus on est au milieu, comme on est actuellement, c'est très très compliqué d'essayer de timer un peu le mouvement qu'on va avoir. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve, par exemple, de se positionner soit en bas du range pour rejouer la hausse, soit en haut du range pour rejouer la baisse ici. Donc c'est pour ça que moi personnellement, si on revient là-haut, tant mieux. Mais si je vois qu'on revient ici, éventuellement prendre une position pour jouer ce mouvement-là, mais tant qu'on n'a pas recassé en fait ce gros niveau là des 106 000, je ne prendrai pas de position. Par contre, le jour où on s'installe au niveau de ce niveau-là et qu'on arrive à péter ça, là je serai le premier à me repositionner comme on a eu en fait sur ce mouvement-là au moment où je m'étais positionné ici pour rejouer ce mouvement-là. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut jouer dans un bull run, quoi. Et c'est pas tout ce niveau-là où au final on y perd plus des plumes qu'autre chose. Bon, autre chose que je vous ai déjà montré la dernière fois et qui est super intéressant, c'est le ruban. Regardez le ruban. On est venu donc vraiment contracter la volatilité dans ce ruban-là. Et là, on a vraiment le ruban qui est contracté au maximum. Et ça, c'est intéressant parce qu'en général, quand il se contracte comme ça, alors ça fait longtemps qu'il n'a pas été contracté de cette façon. Quand il se contracte de cette façon, on va voir du coup la volatilité qui va venir s'écraser et qui va en général passer ces niveaux-là. Et pour regarder en fait historiquement sur Bitcoin, souvent quand on passe sur ruban, c'est quand il y a une
contraction, vous voyez, qu'on a ici. Voilà, regardez là, c'est un très bon exemple, vous voyez, où on a le ruban, vous voyez, qui contracte le cours, et puis au bout d'un moment, boum, il le pète avec un gros break au niveau de la cassure. Donc voilà, le plan, c'est, voilà, soit on casse ici, on revient ici, moi je prends pas de position, et j'attends de voir ou pas si on casse ce niveau. Ça peut se faire rapidement, hein, ça peut se faire là durant février, puis ensuite, boum, mars, on casse. Ou alors, on se fait rejeter, on revient ici, moi je prends une position, je vous dirai, et ensuite on revient ici. Voilà, mais pas de précipitation, ça n'a rien de se forcer un peu le trading, de forcer surtout en fait de se positionner ou de faire des mouvements court terme alors que le marché n'en vaut pas le coup. Bon, la Bitcoin dominance qui se retourne quand même un peu enfin, mais bon, c'est léger quoi. Vous voyez, c'est léger. Ça fait à peine quelques semaines quand on se met en weekly, bon on est quasi encore une fois sur les plus hauts. Bon là aussi ça fait long, c'est vrai, mais ça peut vite arriver, ça veut dire que regardez quand on était par exemple en 2021, vous voyez, la Bitcoin dominance, bah c'était très long. Là aussi, vous voyez, ça a duré des semaines et même des mois avant que ça se retourne. Alors qu'on pensait là ça allait se retourner, et en fait ça a mis super longtemps. Mais par contre, après, quand ça se retourne, vous voyez, c'est violent, quoi. En quelques semaines, tu récupères tout. Et, ouais, la petite temps de pause. Et après, boum, là, en l'espace de quelques semaines, c'était toute la liquidité sur les altcoins. Là, ça risque d'être la même chose. C'est-à-dire que quand ça se retournait, ça va faire un peu comme on a vécu ici, où ça va être ça sur beaucoup plus fort. Et rappelez-vous, comme les altcoins, là, ont performé fin novembre, début décembre. Alors, c'était une sorte de mini alco season, c'est pas non plus la folie. Mais on avait quand même des belles perfs. Alors, imaginez la même chose, mais pas sur 3 bougies weekly, mais sur des dizaines de bougies, quoi. Et ça arrivera forcément à un moment ou à un autre. Le truc, c'est que moi, je pars du principe que je privilégie le fait que ça va arriver avant donc cet été, donc avant mai, juin, et que voilà, on va essayer de caser ça pour février, mars, avril. Moi, je privilégie toujours ce scénario-là. Pour l'instant, si je vois par contre qu'on arrive vers avril, mai, qu'on n'a toujours pas de retournement de Bitcoin dominance, à mon avis, il faudra plus attendre en fait la fin de l'été vers septembre, octobre, novembre, décembre pour avoir une énorme alco saison, un peu comme on a eu en 2017 et qui arrivera surtout sur voilà la fin d'année. En tout cas, il y a une alco saison qui arrive en tout cas à partir de mai jusqu'à septembre là pour l'été, ça j'y crois pas trop. Donc c'est soit avant, soit après, parce qu'en général le marché à ce moment-là durant l'été est plutôt calme, mais c'est pas là où en fait il va faire des folies. Bon, on a quelques altcoins, ouais, je expliquais qui commencent éventuellement à poser bottom, mais bon, c'est un peu gros pour parler de ça. Ouais, Cookie nous a fait un joli rebond, mais je crois qu'il y a une news en rapport avec ça, donc c'est joué aussi. Moi, on en a quelques-uns qui sont ensemble. On a Cookie, on a LKI qui est intéressant. LKI Leica, pareil, qui est au niveau des agents IA. Ouais, alors c'est plus au niveau weekly. Regardez là, cette zone ici d'accumulation, ouais, avec plusieurs points, qui est du coup venu casser et qui revient tester un weekly. Donc ça peut être une zone de bottom intéressante à aller chercher pour ensuite se relancer. Lui, pareil, j'aimerais bien le recharger, Leica, parce que c'est un beau projet que j'avais fait en private qui a bien marché d'ailleurs et qui est sur une zone là qui je trouve plutôt intéressante à long terme. Et lui, il a pas une énorme cap, il a pas une énorme captisation, donc ça peut être pas mal pour son futur mouvement aussi en fait. Vous voyez juste la récupération de son ancien plus haut là, c'est plus de 200%. Après, faut faire gaffe par rapport à la dilution de tokens, il y a une nouveau token qui sort sur le marché. Je vais vous montrer aussi Supra qui a complètement dégringolé. Ça fait mal à voir vraiment parce que vous voyez la hausse qu'on a fait en l'espace de 3 jours, on l'annule complètement. Avec à chaque fois, vous voyez, des rebonds qui chutent. Il me fait un peu penser à Chiliz, lui. Je sens qu'il va nous faire ça, hop, et puis au bout d'un moment, il va poser son bottom et boum, il va repartir très fort et il va nous refaire pareil. Oui, il va refaire ça, quoi. Donc bon, Supra à retenir, dès qu'il a repété de cette façon, il faudra prendre des profits. Unslink aussi, vous voyez, qui ressemble un peu à Cookie, ou pas, mais il a cherché une vieille zone du support qui est venue, boum, aller chercher un gros pump derrière pour poser éventuellement bottom. On va voir comment ça se déroule durant les prochaines semaines. Oh, sinon, je vais vous montrer aussi le Nasdaq et les S&P, vous voyez, qui au final sont pas trop dégueulasses. C'est-à-dire que là, on a les S&P 500, vous voyez, qui est pas trop dégueu. On a eu vraiment cette cassure là qui a été faite, qui était assez propre, assez nette, qui ont été revenus tester derrière et hop, on remonte tranquillement. Le Nasdaq, c'était à peu près voilà le même schéma. Et ouais, Nasdaq et S&P, on est plus proche des plus hauts que ce qu'on a sur les cryptos. Mais après, comme d'hab, en fait, plus tu passes d'un secteur à un autre, plus la corrélation aussi est moindre. Ça veut dire que là, par exemple, Bitcoin va être plus corrélé au marché traditionnel que les altcoins. Mais le truc, c'est que les altcoins sont corrélés à Bitcoin, qui est corrélé au marché traditionnel. Donc c'est tout un micmac où bah parfois en fait la corrélation va s'arrêter au bout d'un moment. Et le dernier en fait qui est corrélé à ceux qui sont au-dessus de lui, et il peut se décorréler tout seul, mais que les autres le suivent pas. Alors, je sais pas si vous avez compris, mais en gros les altcoins peuvent très bien dévisser, peuvent très bien se faire éclater comme ils sont en train de se faire actuellement, sans que Bitcoin et le marché traditionnel corrigent, parce que la corrélation dans ce sens est pas forcément et même pas du tout réelle en fait. Or que par contre dans un cas où les S&P et le Nasdaq crachent fort, la corrélation sur Bitcoin et les altcoins va forcément avoir lieu, mais pas dans l'autre sens. Et du coup, plus tu te rapproches vers des classes d'actifs comme par exemple les altcoins qui sont plus basses et qui peuvent être corrélés à plus de choses, plus t'as de risques aussi. Mais derrière, même chose, vu que c'est moins capitalisé, t'as aussi plus de gains potentiels. Bon bref, voilà pour tout ça, ça fait déjà une grosse vidéo, je vais finir. Ah oui, avant de passer sur le commentaire du jour, je vais passer le seul trade, les gars, que j'ai encore et qui a bien marché, c'est le hype. Et franchement, le hype, vous voyez, en daily, il a vraiment posé, j'ai l'impression, sur le bottom à $20, là où je suis rentré. Et j'ai envie vraiment de gagner ce trade et de pouvoir le recharger s'il revient sur ce niveau-là. J'ai pas l'impression que le hype va nous poser un bottom plus bas que ce qu'il a fait là au niveau des $19-20. Pourquoi? Parce que c'est l'un des tokens qui a du coup le mieux résisté à la correction qu'on a eue.
surtout par rapport au fait que c'est un nouveau token et que c'est ceux donc qui ont le plus pris. Et derrière, en fait, il y a tout un système au niveau du coup de Hyper Liquid qui marche bien et qui sont en mettre en place par rapport au hype pour lui donner un maximum de valeur, qui est pas mal. Et derrière, il y a un vrai engouement, je trouve, au niveau de la commu qui soutient le token et qui ont beaucoup d'attentes sur ce token-là par rapport au bull run. Et je pense que le hype, ça risque d'être l'un des tokens qui risque d'avoir la meilleure performance en fait en bull run. Alors il est déjà haut en capitalisation, il a déjà fait une perf de fou, mais ça m'étonnerait pas que voilà, d'ici la fin du bull run, il arrive à se hisser dans le top 10 des cryptos. Avant comment ça se déroule, il faudrait qu'on vous fasse un tweet. Je pense qu'on va vous sortir un tweet sur le hype pour vous expliquer en détail en fait pourquoi personnellement je trouve intéressant. Mais ouais, c'est l'un des seuls tokens en tout cas pour l'instant au niveau de mon trade que je compte me repositionner, remettre les dernières liquidités que j'ai de côté au niveau de mon compte trading pour le recharger s'il revient en fait sur ce niveau des $20. Donc voilà pour ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce trade, je le pose sur Bluefin. Si vous voulez, vous avez le lien en description. Ils ont fait une nouvelle campagne de claim où vous avez jusqu'à 300 € de bonus pour votre dépôt. En gros, si vous déposez $2000, vous avez 300 € de bonus. Si vous déposez $1000, vous avez 150, etc., etc. Du coup, suivant le dépôt que vous allez faire, vous allez avoir un plus ou moins gros bonus. Alors attention, c'est pas un bonus que vous allez recevoir $300 puis vous pouvez le retirer. Donc c'est un bonus que vous allez pouvoir trader. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple mettre ces $300 sur un long sur Bitcoin ou je sais pas sur d'autres cryptos, et ensuite du coup l'argent que vous allez pouvoir gagner avec ce long, là vous allez pouvoir la retirer et l'utiliser. Mais voilà, au moins ça fait un petit trade gratuit comme ça pour il y a quand même un dépôt à faire, mais votre dépôt vous pouvez le retirer si vous avez envie. C'est juste le bonus en fait qui est donné que vous devez trader, mais au moins ça vous permet de pouvoir lancer un premier trade sans risquer votre argent, donc je trouve ça plutôt cool. Mais voilà, c'est du 7 au 21, donc le 21 on est combien? On est le 15, donc il reste à peu près une semaine, moins d'une semaine si vous voulez le faire, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description. On finit avec le commentaire du jour de Vavaraven, pas facile à dire. Je peux garder mes ATR sur BitGet car je suppose qu'ils vont relister ATR. Alors je voulais vous passer cette news, mais j'ai oublié dans la dernière vidéo, du coup je vous la passe maintenant. Alors ATR les gars, de base, du coup le token ATR qui vient du projet Artrade, que on suit pas mal et je vous en parle depuis plus d'un an. Il a fait une performance de fou furieux et là c'est vrai qu'il a pas mal corrigé par contre ces derniers temps. Moi j'ai toujours un bon back dessus et je le garde là pour sa Futuros. Mais c'est vrai que là il a pris assez cher, mais rappelez-vous, j'avais parlé du fait que il vient de la narrative de RWA, et RWA en général j'ai remarqué que c'est souvent le narratif qui pète le plus en début de nouvelles tendances haussières. Donc je m'attends éventuellement à ça, que là, quand on reprend une tendance haussière, on est le secteur RWA avec ATR qui puisse péter. Bon, et du coup, derrière, la news qui est tombée, c'est que donc ATR était listé sur BitGet et BitGet ont délisté ATR, c'est-à-dire qu'ils l'ont enlevé de leur crypto qu'ils proposent. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons possibles, sûrement parce qu'en fait, ils n'ont pas renouvelé leur contrat avec BitGet, que ça devait pas les avantager, etc. Mais du coup, si vous avez vos ATR sur BitGet, ce que vous pouvez faire, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Vous allez sur votre compte BitGet, vous allez donc sur Spot ATR, et en fait, normalement, votre solde, donc vous aurez votre solde en ATR, mais en dollars, la valeur s'affichera pas. Et vous pouvez pas les revendre en fait sur BitGet parce qu'il est plus disponible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez retrait, vous retirez vos ATR et vous les envoyez sur un wallet fantôme. Donc vous allez vous créer une extension comme MetaMask, une extension sur votre Chrome ou Brave, enfin sur votre navigateur, et vous installez le wallet fantôme qui est le plus gros wallet sur Solana, le plus utilisé, et du coup vous envoyez vos ATR sur ce wallet là. Et après du coup si vous voulez vendre vos ATR, et ben vous pouvez les swap avec Radium ou voilà sur d'autres DEX. Moi ce que je vous conseille de faire, moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que je suis allé sur le site d'Artrade, vous allez sur Artrade et en fait vous connectez sur Artrade avec votre wallet fantôme, et du coup vous aurez vos tokens ATR qui seront disponibles donc sur votre wallet fantôme et donc disponible sur le site Artrade. Et ensuite, vous pouvez mettre vos ATR en stacking. Moi, j'en ai mis une partie en stacking. Alors, en fait, ils sont bloqués pendant 90 jours, mais vous avez genre 20-25% sur les rendements de vos ATR. Donc, moi, j'ai fait ça depuis 3 mois. Là, du coup, j'ai pu récupérer. C'est cool. Vous pouvez faire ça. Et puis aussi, vous pouvez participer, je crois, à la gouvernance de vote. Donc, on a pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, laissez pas vos ATR sur BitGet. Bougez-les sur Fantôme. C'est mieux. Enfin, bref. Voilà, ça fait une grosse vidéo. Là, je vois plus d'1 heure du tournage. Oh, ça va trop vite. Donc, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'espère que ça vous a quand même plu. J'ai essayé de donner un maximum d'infos sur ce qu'on a eu là récemment au niveau du marché. Donc voilà, si vous voulez profiter de la campagne là sur Bluefin, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Vous avez la campagne qui se finit d'ici une semaine, du coup faut pas trop tarder. Mis à part ça, n'hésitez pas à me donner aussi en commentaire votre avis sur le marché actuellement. Je regarde tous vos commentaires. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao.